Bonjour et bienvenue dans le magazine du week-end. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 13h30 pour cette émission préparée par Mathilde Varin, réalisée par Marie Placé et à la technique Marie-Claire Oumabadi. Son nom ne vous dit sûrement rien. Pourtant, Nvidia est l'entreprise la plus puissante au monde, celle qui valait 5 000 milliards de dollars. C'est aussi la plus rentable grâce aux ventes de ses cartes graphiques qui fournissent de la puissance de calcul aux développeurs d'intelligence artificielle. C'est la matière première de l'IA, le pétrole du 21e siècle, à tel point que les États-Unis considèrent désormais ces puces comme un enjeu de sécurité nationale. Dans une position de quasi-monopole, Nvidia est au cœur du bras de fer entre les États-Unis et la Chine. IA, défense, influence, jusqu'où ira le parrain de la tech? France Culture, le magazine du week-end. Oumi Diallo. Et on en parle avec vous, Julien Nossetti, chercheur associé à l'Institut français des relations internationales et au Centre géopolitique des technologies. Bonjour. Bonjour. Estelle Prin, bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste indépendante, fondatrice de l'Observatoire des semi-conducteurs. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. On va commencer avec vous, Estelle Prin. En préparant cette émission, vous nous avez dit, c'est simple, dès qu'il y a connexion, il y a semi-conducteurs. Donc concrètement, les semi-conducteurs, ce que l'on appelle les puces, qui font la taille d'un timbre-poste, ces puces, elles sont partout autour de nous, c'est ça ? Elles sont dans tous les appareils connectés, dès qu'il y a la microélectronique. Donc au quotidien, regardez votre smartphone, il y a des semi-conducteurs dedans. Tous les appareils connectés, quand on est chez soi, il va y avoir des semi-conducteurs. Vous avez des semi-conducteurs dans les voitures électriques, dans tout ce qui est Les armement, avions, les avions. En fait, dès qu'il y a effectivement une connexion électronique, eh bien, il y a des semi-conducteurs. Donc c'est partout. C'est partout dans tout ce qu'on appelle Incontournable. l'économie digitale et l'économie numérique. Combien ça coûte, ces puces? Est-ce que c'est cher? Alors, c'est difficile de répondre à cette question parce qu'en fait, il y a des milliers, peut-être même des millions de références dans le monde et il y a différents types de puces. Oui. Alors, 2 éléments de réponse. Il y a des puces qui ne coûtent quasiment rien, c'est-à-dire des puces qui sont peu complexes, qui sont produites en très grande quantité et qui servent par exemple quand vous payez avec votre carte bleue. Mhm. Eh bien, cette puce-là qui est à l'intérieur, elle vaut pas grand-chose, elle vaut bien moins d'1 euro. Après, à l'autre bout de la chaîne, les puces pour l'intelligence artificielle, qui sont des puces qui sont extrêmement complexes à concevoir et extrêmement complexes à produire, elles coûtent très cher et à pièce, elles coûtent plus cher qu'une voiture haut de gamme. Donc c'est le cas pour Nvidia. C'est le cas pour Nvidia. Alors racontez-nous justement comment cette société californienne, créée en 1993, est passée des puces pour les jeux vidéo, connus des gamers qui nous écoutent, à l'intelligence artificielle. Eh bien, en fait, ils avaient conçu une puce, enfin des semi-conducteurs qui étaient utilisés dans les jeux vidéo et qui, petit à petit, ont amélioré l'apparition des images dans les jeux vidéo et la rapidité des images. Peut-être ça peut parler aux gens qui jouent aux jeux vidéo. Donc, il y a 15 ans, les images étaient très lentes et donc c'est en améliorant les semi-conducteurs graphiques, donc ceux qui sont destinés au traitement de l'image, que Nvidia est né. Mais Nvidia, c'est une toute petite société qui faisait partie d'un gros écosystème où il y avait tout un tas d'autres concepteurs de semi-conducteurs. Ce qui s'est passé pour Nvidia, c'est que la technologie, enfin la conception et le type de semi-conducteur graphique qu'il concevait s'est avéré être celle qui était le plus adaptée au développement des systèmes d'intelligence artificielle et de ce que faisait OpenAI il y a quelques temps. Et en fait, c'est ce match qui a fait la réussite de Nvidia. Mais il y a encore quelques années, Nvidia était considéré comme un tout petit acteur de l'écosystème californien. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu plus de nez que les autres? C'est une question de rencontre, de chance, de recherche? Alors, c'est une question de chance, il ne faut peut-être pas trop leur dire, mais il y a de ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'innovation, il y a toujours
une myriade de petites entreprises qui font un certain nombre de choses. Là, il y a eu un besoin spécifique d'OpenAI, c'est-à-dire de concepteurs informatiques qui voulaient augmenter la puissance de calcul. Et c'est ce type de semi-conducteur-là, donc en fait fait pour... c'est un semi-conducteur graphique Mhm. qui s'est avéré le plus adapté. Et donc, c'est une rencontre technologique et ensuite aussi, c'est les systèmes d'IA qui ont rencontré leurs usagers et leurs consommateurs. Donc, en fait, il y a 2 niveaux Mhm. finalement, pour expliquer le succès d'NVIDIA. Très bien. En juin 2024, alors que ChatGPT est accessible au public depuis 2 ans, Nvidia devient la première capitalisation boursière mondiale. Les chiffres donnent le tournis, 216 milliards de dollars de chiffre d'affaires rien qu'en 2025, contre 130 milliards en 2024, soit une hausse de 65%. Julien Nossetti, qu'est-ce que ça représente Nvidia en termes d'infrastructure et puis ensuite, bien sûr, d'influence? Alors c'est une vaste question parce qu'en fait, là vous citez des chiffres qui montrent bien que Nvidia, incarne, l'exponentiel. Il y a une dimension, de repoussement des frontières, sans arrêt, à la fois sur un plan technologique, on en a déjà parlé un petit peu, mais aussi financière. Et ce qui se passe depuis 1 an et demi, 2 ans dans l'écosystème financier américain autour de ces sociétés technologiques montre bien qu'il y a notamment un moment Nvidia. Aujourd'hui, la capitalisation boursière d'Nvidia équivaut à celle combinée d'Apple et de Tesla, deux acteurs qui sont quand même tout à fait majeurs. Donc ça montre bien ce côté. Vous avez cité tout à l'heure l'expression de parrain Mhm. pour qualifier Oui, on Nvidia. va y Moi, revenir justement. voilà, j'emploie également l'expression d'architecte au fond, parce que sur ce plan des infrastructures, parce que l'NVIDIA, c'est pas seulement des composants, c'est pas seulement de la fourniture de capacité de calcul dans des circuits électroniques, c'est aussi la capacité à avoir accompagné depuis le début des années 2010, début milieu des années 2010, le raz-de-marée au fond des data centers, de services de cloud, donc d'informatique dématérialisée, puis ensuite de l'IA générative, avec notamment OpenAI, mais pas Mhm. seulement. Donc c'est aussi la capacité à maîtriser en fait toute la chaîne de valeur de l'IA, ce qu'on a parfois tendance à oublier un peu rapidement quand on évoque cette entreprise tout à fait tentaculaire aujourd'hui, mais qui, et ça, Esselprin l'a rappelé tout à l'heure rapidement, dans les premières années de sa création, après voilà, au milieu des années 90, la société était de taille très modeste et a failli passer tout près de la faillite. Donc il y a une capacité aussi à se réinventer, qui n'est pas propre par ailleurs à Nvidia. D'autres acteurs majeurs comme Microsoft notamment ou Intel ont su à certains moments se réinventer, mais pour le coup c'est l'IA à travers le calcul et les infrastructures qui, Mhm. qui sous-tendent tout ça, qui portent en fait l'entreprise. Oui, et en termes d'infrastructure, donc on parle de laboratoires, de sites de production, j'imagine, dans le monde entier? Alors effectivement, alors la capacité d'NVIDIA sur ce sujet, enfin, il faut bien se remémorer que NVIDIA ne produit pas physiquement les composants. Ça, pour le coup, Oui, il y a une ça, sous-traitance oui, oui, au on profit va de en TSMC, parler évidemment. mais Nvidia les conçoit, travaille aussi beaucoup avec des brevets, avec tout un écosystème de petites sociétés. Donc il y a une chaîne de valeur, au fond, extrêmement complexe, sur la conception, le design, la production des semi-conducteurs qui fait que Nvidia, aujourd'hui, se situe sur la quasi-totalité du spectre, donc hormis Mhm. la fabrication physique. Mais ça montre bien ce caractère tout à fait central. Et est-ce que, par rapport à cette échelle, est-ce que selon vous, Nvidia fait partie des GAFAM ou est-ce qu'on est au-delà des GAFAM? C'est une très bonne question parce qu'en fait, l'expression GAFAM a été jusqu'à présent utilisée pour assembler voilà, 5 entreprises bien connues de tout le monde, Google, Apple, Amazon, Facebook et Microsoft, avec la limite que, en effet, des sociétés comme Nvidia, mais aussi comme Netflix, Uber ou X, en sont de facto exclues. Mais moi, j'aime bien la dimension peut-être plus symbolique de cet acronyme parce qu'au fond, GAFAM, ça sert aussi à pointer du
doigt des monopoles d'un genre nouveau, pas forcément facile à appréhender, des monopoles qui sont aussi contestés par la Commission européenne, hein, donc vu d'Europe. Mais Nvidia sort un petit peu du cadre, à strictement parler, de ces sociétés, aussi parce qu'en fait, elle est présente partout. Et c'est là où, bon, pour filer une nouvelle fois la métaphore du corps humain, je trouve que l'idée d'épine dorsale de la tech, de l'IA, sied assez bien, en fait, à ce qu'est devenu Nvidia aujourd'hui. Et justement, à ce sujet, le 16 mars dernier, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré: «Nous bâtissons l'écosystème qui gravite autour de l'informatique», et vous en avez un petit peu parlé, hein. C'est une stratégie qui lui vaut d'être qualifié de parrain de la tech. Est-ce que vous pouvez entrer un petit peu dans le détail concernant le modèle économique? Parce que Nvidia apparemment finance aussi ses clients. Oui, tout à fait. En fait, il finance le client. On a évoqué le cœur de métier, évidemment, de la société, donc la conception de processeurs graphiques, de semi-conducteurs, et cetera, donc les GPU. Mais en fait, NVIDIA développe aussi ce qu'on appelle des interfaces de programmation d'applications. Donc, c'est plus connu chez les spécialistes sous l'acronyme d'API. C'est tout à fait indispensable aujourd'hui dans cette C'est-à-dire, économie qu'est-ce que c'est? mondialisée du numérique. En fait, tous ces API vont servir ensuite aux spécialistes de sciences des données et aussi pour le calcul intensif. Donc, il y a un lien, extrêmement étroit en fait entre les technologies développées par Nvidia et ensuite les services au profit des entreprises qui seront créées et développées par la société. Donc Donc en cette fait, idée d'écosystème, elle ressort assez ouais. bien, je pense, à travers cette idée. Et il y a eu une diversification peut-être plus récente d'NVIDIA dans ce qu'on appelle les systèmes sur une puce, le système on a chip, hein, pour notamment le secteur automobile, Mmh. et puis aussi le marché de la téléphonie mobile, hein, tout simplement. Donc il y Donc si a, je voilà, il y a, résume, il y a- il y a cette capacité à oui. diversifier quand même le modèle d'affaires. Donc si je résume, Nvidia, finance ses clients pour qu'ils puissent acheter ses puces et Mhm. ses fournisseurs pour éviter les pénuries. Donc Et c'est 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 fournisseurs pour éviter comme les un circuit pénuries. à intégrer, Mmh. C'est finalement. un c'est c'est un circuit intégré. La comparaison est très pertinente, sachant que ces pénuries ont été beaucoup documentées, Mmh. ont été très concrètes à partir de la pandémie de Covid, hein, à partir de 2020, ce qui a renforcé mécaniquement la demande, hein, attiré vers le haut la demande pour de tels composants et petit à petit pour des composants de plus en plus sophistiqués et miniaturisés. Mmh. Donc c'est là où ce que vous évoquiez, voilà, l'idée de laboratoire, de présence physique, hein, d'NVIDIA à travers le monde est aussi très réelle parce que tout ça suppose des capacités de recherche et de développement qui ne se sont pas arrêtées, loin de là. Donc avec des collaborations, notamment en France avec le CNRS, hein, collaboration active depuis déjà des années. Hein. Donc tout ça prend appui sur des relations aussi humaines tissées depuis longtemps. Oui, on imagine bien. Et vous, face à cette dépendance des acteurs de l'IA, vous ne parlez pas de monopole pour Nvidia, mais d'oligopole. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, c'est une façon peut-être un peu rapide d'évoquer la forme d'emprise qu'a Nvidia dans ce secteur, hein, des composants électroniques au sens large, avec une capacité aussi, la société, qui ne s'est pas faite du jour au lendemain, on l'a évoqué tout à l'heure, mais petit à petit, d'écarter la concurrence. Alors, évidemment, la concurrence ne reste jamais passive, et puis il y a déjà quelques mouvements Mmh. dans le secteur voilà, qui cherche aussi à tirer profit de ce moment international autour des composants électroniques. Et il y a aussi, pour le coup, très clairement, une capacité d'innovation de la part des GAFAM, notamment du groupe Meta, pas seulement, Amazon aussi est concerné, Oui, pour, oui, pour oui, oui, essayer de développer des puces propriétaires. Donc il tout ne faut à pas fait. sous-estimer, je pense, les capacités de rattrapage de la concurrence qui n'iront pas contester la Oui, oui, mais on prééminence va y d'NVIDIA venir à court terme. justement à cette concurrence et ces failles, hein, plus généralement, d'NVIDIA. Avant ça, Estelle Prin, vous souhaitez réagir?
Oui, en fait, effectivement, je voulais aller dans le sens de Julien Nossetti. Il y a, un moment Nvidia, il y a aussi, eu une sorte de réveil, en Chine par rapport et de réaction en Chine par rapport à ce moment Nvidia où vous avez une autre société, donc chinoise qui s'appelle DeepSeek qui, a, communiqué, hein, sur le lancement d'un nouveau, type de système d'intelligence artificielle, avec, en concevant, sa propre puce. Donc en fait, il y a une concurrence aussi, importante au niveau international, Mmh. pour, être parmi les 1 entreprises à être en capacité de concevoir, des semi-conducteurs pour les systèmes d'intelligence artificielle. Là où, c'est plus compliqué, c'est qu'il faut aussi les produire. Et avant d'entrer en le détail, hein, dans le détail, hein, pardon, de cette course, hein, à l'IA, Julien Nossetti, j'aimerais qu'on s'intéresse un peu à la figure du cofondateur, et PDG actuel, de Nvidia, Jensen Huang, 63 ans. Il est né à Taïwan en 1963, avant, d'émigrer avec ses parents aux États-Unis. Ingénieur, de formation, diplômé de la célèbre université de Stanford, d'où sortent tous les grands patrons de la tech. C'est aujourd'hui, la 8e fortune mondiale avec 150 milliards de dollars, hein, selon, Bloomberg. Il est plus discret qu'Elon Musk, par exemple, hein, mais tout aussi messianique. Qui est l'homme qui ne quitte jamais ou presque sa veste en cuir? Alors effectivement, vous avez bien souligné la dimension, au fond assez paradoxale de ce patron de la tech qui est Jensen Huang, donc des origines particulières taïwanaises. On reparlera peut-être, effectivement du secteur des semi-conducteurs, parce qu'il y a une empreinte extrêmement puissante de TSMC à Taïwan. Mais, Jensen Huang en fait coche la plupart des cases de la mythologie d'entrepreneur, parti de rien, dans la tech américaine. À Il y a une relativiser un petit quantité peu, hein, on d'ouvrages l'a vu au Oui, à début. à relativiser relativiser, parce qu'il certes, est bien sûr. il est taïwanais, de Jensen Huang et il a, parmi les membres de sa famille, des gens qui sont à la tête de certaines sociétés taïwanaises. Donc il est loin d'être, isolé dans, l'écosystème de production, enfin dans la tech et dans l'écosystème de production. Absolument, mais ça tout à fait. Il a un lien extrêmement étroit avec l'écosystème, mais dans sa trajectoire, de patron majeur de la tech américaine, il a mis en avant, cette capacité à rebondir. Il a toujours souligné dans certaines keynotes, conférences, ses expériences de plongeur dans des chaînes de fast-food et cetera, son expérience rude en internat. Bon, ça fait partie aussi de cette Estelle espèce de Brun est, de 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 quelque peu dubitative. Oui, non, mais bien sûr, moi, tout à c'est du fait, ça storytelling, fait partie, c'est du bien sûr. storytelling. Il a, je pense aussi, eu, une énorme C'est chance de exactement se ce que je dis, ouais, tout à trouver, fait. au bon moment, Mmh. au moment du développement des systèmes d'IA. Non, mais c'est exactement ce que j'entends. C'est-à-dire que c'est Ouais, cette ouais. capacité à imposer un storytelling fait aussi partie de la création de la Mmh. figure de ses patrons. Et puis Jensen Huang, je l'évoquais, en fait, coche la plupart de ces cases. Alors, ce qui le distingue, effectivement, d'autres patrons, et puis Elon Musk, évidemment, se distingue, ou Zuckerberg, par ailleurs, de Meta, il a jusqu'à présent cherché à éviter toute connivence politique, tout alignement, hein, politique aux États-Unis. Il n'était pas présent, à l'investiture de Donald Trump en janvier 2025, à l'inverse de la plupart des autres figures majeures de la tech, californienne. Donc ça le met un peu à l'écart, ce qui l'a pas empêché, après coup, à l'été 2025, on en reparlera peut-être, hein, d'avoir été, une sorte de diplomate, Mmh. de la relation sino-américaine. C'est un autre sujet. Mais par ailleurs, il est, aussi à l'inverse d'autres patrons de la tech américaine comme Dario Amodei, le patron d'Anthropic, société majeure de l'IA, générative américaine. Il est plutôt tempéré, sur les sur Oui, les risques et finalement, les on connaît dangers peu de ses idées de 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 politiques. l'IA. Oui, sur le plan politique, on les Ouais, connaît on très, connaît très pas. peu, voire pas du tout. Mais sur le plan du développement de l'IA et des risques qui sont associés, donc l'idée que voilà, aux États-Unis, par exemple, il y a ce grand narratif autour du développement d'une IA générale, c'est-à-dire qui, à terme, dépasserait les capacités humaines. Bon, ça, Jensen Huang, n'a jamais vraiment cherché à prendre position là-dessus, ce qui est pourtant l'un des grands curseurs, hein, des débats, Mmh. sur le sujet aux États-Unis, Et plutôt mesuré, plutôt à souligner, en fait, oui, certains types un profil, d'opportunités.
Estelle Prin? Oui, ce que je tiens à souligner, c'est il a eu, à gérer, des difficultés, en fait, d'accès au marché chinois. C'est-à-dire que Nvidia se retrouve au milieu de la rivalité technologique entre la Chine et les États-Unis et il a dû, dernièrement, aller, par exemple, en Chine. Alors, au début, il n'était pas prévu qu'il aille avec Donald Trump en visite, Bah, lors de la écoutez, vous visite vous faites la officielle. transition parfaite parce que j'allais y Oui, venir. effectivement. Donc On voilà, on on l'avait va pas l'écouter? annoncé. On va Oui. l'écouter justement, Jensen Huang. C'était le 13 mai dernier, hein, lors de la visite de Donald Trump à Pékin, en compagnie de 17 grands patrons de la tech. Je pense que c'est l'une des économies les plus incroyables au monde. Une innovation incroyable. C'est également l'un des principaux pays à faire progresser l'IA. Je pense que vous faites du bon travail. La Chine fait du bon travail. Voilà, un des propos dithyrambiques, manifestement doublés par une IA, on a un petit doute, hein, et relayé par la chaîne de télé chinoise d'État CGTN. Pourtant, et vous avez commencé à l'évoquer, Estelle Prin, Jensen Huang ne figurait pas sur la liste des chefs d'entreprise devant accompagner le président américain. Selon l'agence de presse Reuters, Donald Trump lui a demandé à la dernière minute de se joindre à lui. Alors, qu'est-ce qui s'est joué en coulisses durant ce voyage présidentiel, Estelle Prin? Alors peut-être que du côté, chinois, il y avait une envie, de voir effectivement venir ce chef, d'entreprise-là et peut du côté américain, sans doute de faire plaisir, de donner de la face aux dirigeants chinois en faisant venir la crème de la crème, de la technologie, américaine et en fait, si peut-être il a fini par venir, c'est que, Jensen Huang aimerait énormément pouvoir vendre certaines de ses puces en Chine et il a énormément de mal à le faire parce que, il y a eu des mesures de limitation des contrôles, aux exportations qui, ont empêché la vente de certains types de puces. C'est-à-dire qu'en fait, la puce la plus complexe, la Oui. Blackwell n'est pas vendue en Chine. Et Alors, dernièrement, une puce qui est un peu en dessous, la H200, a été autorisée à être vendue en d'accord. Chine Alors, avant finalement. d'aller sur les types de puces, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce voyage présidentiel Julien Nossetti. Pourquoi ce traitement à part? Il n'est pas invité et puis finalement, il est appelé personnellement. Pourquoi? Bah, je pense tout simplement parce qu'en fait, il a cette position à part. Il a un accès direct à Donald Trump, aux principaux conseillers à la Maison Blanche. Jensen Huang effectue lui-même enfin, il multiplie les déplacements en Chine assez régulièrement. Donc, j'évoquais tout à l'heure, à très grands traits, comment dirais-je, cette trajectoire quasi diplomatique, hein. Bon, même si l'expression est peut-être un petit peu hasardeuse, mais il y a une vraie capacité de Jensen Huang à influer sur la Maison Blanche, qui n'a pas besoin de passer par l'inclusion dans des voyages présidentiels. Bon, ce qui, bon, effectivement, est un enjeu très très particulier dans la mesure où les années précédentes, quand on pense à d'autres patrons, je pense à Tim Cook d'Apple ou à Mark Zuckerberg de Meta, à chaque fois, ces patrons faisaient partie de la délégation. Mais Huang a ceci de particulier que ces composants sont aussi objets de la rivalité entre la Chine et les États-Unis. Il y a une vraie problématique bilatérale aujourd'hui sur ce plan et il y a eu l'expression d'une divergence en fait, hein, depuis l'été 2025, depuis l'été dernier, enfin, qui s'est conclu par un accord entre la Maison Blanche et Nvidia, hein. Donc, de mémoire, ça a été voilà, Nvidia qui a dû accepter les conditions de la Maison Blanche, comment dirais-je, en reversant 15% de leurs ventes en Chine au gouvernement américain, en échange d'autorisation d'exportation pour les fameuses puces H200. Entre parenthèses, ces conditions financières sont totalement inédites en fait aux États-Unis. Donc il y a une dimension quand même quasiment de népotisme, quasiment de corruption qu'on n'a quand même pas vu précédemment. Estelle Prin, Ce pardon, que, hein, je vous coupe parce qu'on a parlé des puces H200. On va expliquer tout de suite ce que c'est, sinon on va être un petit peu perdu. Estelle Prin, qu'est-ce qui Alors s'est joué avec ces puces? C'est-à-dire que pendant longtemps, les États-Unis ont refusé de vendre certaines puces à la Chine avant de s'assouplir sous l'impulsion de Jensen Huang d'ailleurs, donc on l'a vu. Qu'est-ce que c'est que ces puces H200? Qu'est-ce qui se joue?
En fait, ces puces H200, donc c'est des puces qui sont conçues par NVIDIA et qui sont utilisées dans les systèmes d'intelligence artificielle. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, pour faire fonctionner des systèmes d'intelligence artificielle, il faut des puces dont la conception est très spécifique. Et NVIDIA est en pointe dans la conception, de ces puces-là. Elles permettent une puissance de calcul qui est la plus importante au monde et qui va permettre des applications, qui sont, extrêmement, importantes. Ça permet de faire des, simulations et ça a aussi, un usage militaire et ça, c'est extrêmement important à souligner. Et en fait, s'il y a une rivalité, autour de ces puces et ce bras de fer autour de ces puces, c'est que, elles permettent, au niveau technologique d'atteindre, par exemple, potentiellement une supériorité sur un terrain, de guerre et en fait, c'est très important. Les États-Unis, l'administration Trump et précédemment l'administration Biden voulaient limiter l'accès aux outils technologiques les plus performants à la Chine qui est un potentiel adversaire militaire. De son côté, la Chine n'a pas ce type de technologie, n'est pas en capacité pour l'instant ni de concevoir ni de produire ces fameux H200 ou l'équivalent et donc souhaiterait, en avoir. Et donc effectivement, la Chine, avait demandé, Xi Jinping avait demandé à Donald Trump et précédemment Xi Jinping avait demandé à Biden d'assouplir, la politique de restriction, des exportations, sur ces fameuses puces NVIDIA. Heu, Jensen Huang, il est qualifié par certains observateurs d'agent double. Qu'est-ce que vous en pensez? D'agent double alors, je pense que moi j'ai une lecture, en termes de c'est un agent économique. Il est patron d'une entreprise. Son objectif, c'est d'augmenter, son chiffre d'affaires et de satisfaire ses actionnaires. Il souhaiterait pouvoir accéder au marché chinois et c'est pas le seul. Il y a beaucoup d'entreprises qui souhaiteraient accéder au marché chinois et vendre plus de puces sur le marché chinois. En moyenne, il y a 50% des puces NVIDIA qui sont vendues aux États-Unis, ensuite à Singapour, ensuite ailleurs dans le monde et seulement 13% en Chine. Donc la part de la Chine, elle est peu importante alors que les besoins sont très importants. Ce qui se passe, c'est que le gouvernement chinois ne souhaite pas que NVIDIA vende trop de puces en Chine parce que ça crée un lien de dépendance économique et technologique. Et les Chinois ne souhaitent pas être dépendants d'une technologie américaine. Going down in the valley, down in the town, down in Miami, just to have a look around, feeling down in my toe. Oh, I know, feeling away in my toe. Et bienvenue si vous nous rejoignez en direct sur France Culture dans le magazine du week-end consacré à l'entreprise NVIDIA qui domine, on l'a vu, l'écosystème de l'IA grâce à ses puces vendues à prix d'or. Mais cette puissance cache une faille importante, sa dépendance à son principal fournisseur, TSMC, la société taïwanaise de fabrication de semi-conducteurs. Estelle Prin, comment est-ce possible? Expliquez-nous, parce qu'on a du mal à croire que les États-Unis ne soient pas capables de fabriquer leurs propres puces, étant donné l'importance stratégique. Alors la situation actuelle, elle remonte aux années 1990, à l'époque où, alors il y a toujours beaucoup d'entreprises américaines qui produisent des semi-conducteurs, mais dans les années 1990, c'est l'époque de la mondialisation. On est dans une situation géopolitique assez stable, il y a la paix est relativement présente, et à ce moment-là, il y a des décisions qui sont prises par des PDG de sociétés de conception et de production de puces aux États-Unis. Ils décident de conserver aux États-Unis la conception des semi-conducteurs et de laisser la fabrication se délocaliser, et en particulier en Asie. Donc c'est une décision
américaine qui est prise à l'époque, qui est purement financière, qui vise à effectivement conserver à l'époque la part de l'activité qui est la plus rentable. Et donc, c'est à ce moment-là que vous avez un acteur intéressant aussi, qui est un Taïwanais, qui a fait, donc un ingénieur qui avait fait sa carrière chez Texas Instruments aux États-Unis et qui est sollicité par le gouvernement taïwanais pour venir créer une société de fabrication de semi-conducteurs, parce que les Américains ne veulent plus le faire. Et cet acteur accepte de venir, et c'est le créateur de TSMC, et donc c'était il y a une trentaine d'années. Vous avez son nom? Non, son nom On va essayer m'échappe. de le trouver. Effectivement, son nom m'échappe Je n'ai pas non aujourd'hui. plus. Donc, si je comprends bien, on a ces puces, symboles de la puissance technologique américaine, qui dépendent principalement aujourd'hui d'une île située à 180 km des côtes chinoises et de surcroît menacée de passer sous contrôle de Pékin. Qu'est-ce que cela signifierait pour l'économie mondiale, très concrètement, Julien Nossetti? Bah, c'est un point extrêmement important. C'est vrai qu'il y a eu quantité de travaux récemment, justement, pour essayer de décrire l'importance de ces grands nœuds, en fait, ce que les Anglais appellent des choke points, dont Taïwan fait partie. Il y a une capacité, voilà, à avoir tissé des dépendances technologiques extrêmement puissantes avec le reste du monde, hein, et TSMC incarne parfaitement cette stratégie taïwanaise. De mémoire, c'est quasiment c'est entre 90 et 95% de capacité de production des puces les plus avancées aujourd'hui, hein, de PLIA. Donc il y a une vraie centralité taïwanaise, ce qui contribue mécaniquement à replacer l'île au cœur des tensions bilatérales sino-américaines, ce qui n'est pas nouveau, bien sûr, hein, ce qui remonte à déjà assez longtemps. Et la problématique des composants électroniques remet au goût du jour, en fait, la rivalité sino-américaine. Mais là, ça me conduit peut-être juste à faire une précision par rapport à quelques propos précédents sur justement la complexité de la relation entre la Maison Blanche et Nvidia, avec la Chine en arrière-plan, parce qu'en fait, le fond du propos de Jensen Huang, c'est d'essayer de rendre la Chine accro, je dirais, en fait, à la technologie américaine pour maintenir la Chine à distance. Alors que l'approche de la Maison Blanche, au départ, était centrée sur des interdictions d'accès aux puces américaines. Jusqu'à présent, c'est plutôt Jensen Huang qui a emporté la mise, avec certes des puces moins performantes, bien sûr, mais enfin, tout ça est très consistant avec cette approche américaine au long cours de maintenir une avance. C'est une notion qui obsède la plupart des décideurs américains, qui est totalement centrale dans tous les débats stratégiques et économiques aux États-Unis. C'est cette idée d'être capable de rester devant, de rester, de faire la course en tête. Et C'est justement, important. Et Taïwan ici est imbriqué dans cette stratégie américaine. oui. Et justement, comment les États-Unis cherchent-ils ou essayent-ils de réduire cette dépendance à Taïwan? Alors, c'est passé depuis quelque temps par l'idée de pousser, plus ou moins amicalement, TSMC à ouvrir des sites de production aux États-Unis. Donc tout ça devant satisfaire les lecteurs américains sur la capacité à retrouver, à rapatrier des emplois dans des usines en Arizona en l'occurrence, hein, même si on a beaucoup de difficultés à savoir où en sont précisément ces projets, sachant que l'Arizona est un État extrêmement sec et Oui. que produire des composants électroniques nécessite des quantités d'eau astronomiques. Donc il y a aussi un enjeu Eh ben, beaucoup plus écoutez, prosaïque. vous me faites aussi la transition parfaite, décidément, puisque j'aimerais qu'on aborde la question de l'avenir de Nvidia dans un monde où les ressources se raréfient, puisque ce développement de l'IA nécessite la construction de data centers très gourmands en électricité et en eau. Donald Trump en a fait une priorité, alors que ces projets inquiètent et se heurtent à une contestation citoyenne grandissante aux États-Unis, mais aussi au Mexique, dans l'État de Querétaro. Écoutez. Non, on ne veut pas que vous installiez ce data center et que vous fassiez appel à des prestataires externes issus de vos petits
carnet d'adresses. Ça va épuiser les ressources de notre communauté, ça va faire grimper nos factures d'électricité, ça va rejeter des polluants dans l'atmosphère, ça va générer beaucoup de bruit et perturber le sommeil des habitants. Ça va rendre notre région bien moins agréable à vivre. Je m'appelle Lourdes Montoya Casas. Je fais partie d'un mouvement qui défend les paysans face aux data centers. ChatGPT, intelligence artificielle, vous l'utilisez? Non, non, rien de tout ça. Vous en avez jamais entendu parler? Non. ChatGPT, Gemini? Non, aucune idée. Vous savez pourquoi il vous manque de l'eau? Qu'est-ce qu'on vous dit? Ce qu'on nous raconte, c'est qu'il n'y a plus d'eau dans les puits ou que les tuyaux sont abîmés. Ils profitent de l'ignorance des Mexicains. Ah donc c'est parce que les entreprises ont de l'argent que le gouvernement les soutient. À quoi bon continuer à cultiver? Je ne récolte plus rien. Parfois, j'ai envie de tout quitter et d'aller travailler en ville comme ouvrier. Pour moi, c'est un nouveau type de colonialisme. Les États-Unis ne veulent pas de Mexicains sur leur territoire, mais leurs entreprises, elles, traversent les frontières et viennent s'approprier les ressources naturelles du Mexique. Voilà des propos recueillis par la chaîne de télévision californienne KTLA lors d'une manifestation organisée en début d'année à Monterey Park et un extrait du reportage Mexique quand les data centers assèchent les villes diffusé sur France 5 le 19 avril 2026. J'ajoute qu'à Dublin, la consommation d'électricité des data centers est telle qu'il y a des coupures d'électricité. Julien Nossetti, j'imagine que ce n'est pas ce que l'on entend lors des grands rassemblements à la Silicon Valley. Ah non, effectivement, effectivement. Non, ça c'est un point qui commence à prendre beaucoup d'importance. On a cité le Mexique, les États-Unis. Aux États-Unis, il y a de plus en plus de mécontentement populaire qui s'exprime dans certains États, justement, sur la construction de grands data centers censés mouliner ensuite des données d'Opel IA. Mais aux États-Unis, il y a déjà quelques éléments chiffrés sur des annulations de grands projets data centers à partir de 2025, pardon, ils ont quadruplé, par exemple. Donc c'est quand même assez révélateur d'une pression locale qui parfois est structurée, parfois est un peu plus lâche, mais c'est un sujet qui devient de plus en plus politique. Alors en Europe, on pense évidemment à l'Irlande parce qu'il y a une telle concentration de sièges sociaux des GAFAM et puis évidemment de data centers opérant pour ces sociétés que tout ça soumet les citoyens à des coupures d'électricité. Il y a une pression aussi sur les prix de l'énergie. Il y a aussi eu des manifestations en Espagne, aux Pays-Bas récemment sur ce même sujet. Oui, effectivement, et j'en viens à ma dernière question puisque le temps tourne malheureusement. Est-ce qu'il ne faut pas réguler ce marché tout simplement face à la crise environnementale, Estelle Prin? Très rapidement. Alors, c'est une question qui est complexe. Effectivement, il y a une question d'acceptation de ces data centers et de cette économie numérique. On peut voir les choses d'un autre côté. On est utilisateur via nos smartphones et via nos ordinateurs portables et dans nos sociétés, de logiciels. Ces logiciels, effectivement, pour tourner, pour être efficaces, eh bien, ils ont besoin d'usines digitales, et ce sont les data centers. C'est l'infrastructure IA. C'est-à-dire qu'un data center, c'est une énorme usine bourrée de semi-conducteurs qui fait un certain nombre d'opérations. Donc, la difficulté, c'est que vous avez un mouvement d'innovation avec les outils, notamment autour de l'IA, dont les entreprises sont gourmandes, mais vous avez besoin d'infrastructures et que l'acceptabilité de cette infrastructure peut parfois, dans certaines zones, être limitée. Ouais, donc, pour vous, il y a une demande, donc une offre, et vous renvoyez Alors, peu à la responsabilité du consommateur. C'est nous la demande. Est-ce que vous utilisez tous les jours votre smartphone? Envoyez-vous des SMS? Utilisez-vous des outils d'IA au niveau personnel ou dans votre, Après, il y a dans quand même votre une vie volonté professionnelle? de ces acteurs de rendre accro aussi. Ça fait partie quand même Alors, de la... pour ce qui est effectivement des réseaux sociaux, après, il y a l'usage par les entreprises, en fait, des systèmes d'intelligence artificielle. Julien Nossetti, très rapidement, est-ce qu'il faut réguler?
Je pense qu'en fait, on y viendra parce qu'il y a cet enjeu sous-jacent d'acceptabilité sociale de l'IA et de ces infrastructures qui fait qu'on sort clairement du strict cadre économique et d'innovation pour basculer vers le champ social et politique. Donc ça va nécessairement conduire à des débats publics, des débats politiques. Il faudra effectivement réguler d'une manière ou d'une autre. Et ce sera le mot de la fin. Merci Estelle Prin, analyste indépendante, fondatrice de l'Observatoire des semi-conducteurs. Et merci à vous, Julien Nossetti, chercheur associé à l'Institut français des relations internationales et au Centre géopolitique des technologies, auteur de l'excellent Que sais-je sur les GAFAM, l'émergence de nouveaux empires, paru en mars aux éditions Presse universitaire de France. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure, pour une émission consacrée aux défis de la ville verte. Et c'est l'heure du fil droit, votre nouveau rendez-vous du samedi, présenté par Julien Jeannenet, professeur de droit public à l'Université de Strasbourg, qui nous explique aujourd'hui pourquoi le référendum est si peu utilisé.